Chapitre 23. À bord du Dignité humaine. Ils firent un détour pour voir le professeur Arkis à bord de son côtre, une des meilleures attractions des mers du Sud, de la vie de tous les professionnels, et dont Bizien était particulièrement fier. Le Dignité humaine était ancré dans le lagon de Tereva, à quelques centaines de mètres de la plage. Cohn considérait le lagon de Tereva comme un des lieux les plus paradisiaques de l'île. Les milliers de madrépores qui s'étaient fossilisés au cours des âges pour former le monde corallien donnaient à la surface des eaux des colorations différentes, où le jaune soufre se muait soudain en jade, le bleu profond en émeraude, pour finir dans les rouges orangés au rouillé des algues, et des micro-organismes autour des rochers, des nacres chatoyantes et des mauves sombres que l'œil saisissait, perdait, cherchait, retrouvait, puis reperdait à jamais à chaque mouvement de la lumière. Le côtre dressait ses deux mains immobiles sous les châteaux de nuages, que les madrépores semblaient être allés bâtir jusque dans le ciel, où l'on retrouvait toutes les grottes, donjons et labyrinthes des profondeurs sous-marines. Le récif lointain arrêtait l'océan dans ses élans furieux et culbutait les grands chevaux blancs du surf. Dans un chaos où se mettait à briller parfois, le temps de mourir, un arc-en-ciel éphémère. Les vieux palétuviers avec leurs lianes mêlées aux racines entouraient le lagon tout entier de leur forme de pleureuse, où le vert et le gris dominaient, mais où éclatait ici et là la présence rouge, jaune, bleue, rose et blanche d'une végétation qui lançait à l'assaut de la montagne sa piétaille multicolore. Cohn annonça aussitôt à Maeva son intention de saisir sur le vif, à sa manière, cette beauté irrésistible, sans aucun de ces aimables préparatifs auxquels un maître soucieux de son art doit procéder avant de saisir son pinceau. Le sable, sous ses genoux, était une troisième caresse qui se joignit au leur, et Cohn se gorgea de cette splendeur du monde, à laquelle, au premier plan, le cul de Maeva donnait une présence charnelle et accessible. « Non mais regarde-moi ces fonds, ce jaune et ce jade, et cette rouille dorée là-bas, crénom de nom !»« Doucement, Gégène, c'est pas la peine de cogner comme un sourd. C'est beau, oh oui, c'est beau, oh, c'est beau, oh, mon joie !»« Ah non, attends-moi !» Mais il n'était plus maître de son inspiration. La lagune devint rouge, pourpre, écarlate. Le côtre sombre, le paysage vivant s'engouffra dans ses yeux et ne revint à la surface que comme une nature morte. Cohn se renversa sur le dos. Mais Eva lui fit la gueule. Assise sur la table, elle boudait. Il essaya la tendresse, lui promit un coucher de soleil inoubliable, le temps de souffler un peu. Mais s'il y avait un point qu'il a trouvé toujours intraitable, c'était bien son droit de partage sur les fruits du paradis terrestre. « C'est moche, ce que tu fais là, Cohn. Pourquoi que tu m'as pas attendu ? J'ai été emporté par la beauté du paysage. J'ai le cœur brisé. » Cohn s'accroupit auprès d'elle, lui tapota la main. Elle saisit sa casquette et la jeta sur le sable. « Tiens, capitaine au long cours, tu serais même pas foutu de traverser un marigot. Écoute, si tu veux, on prend la moto. On va jusqu'au village. Tu trouveras bien un tanné qui te plaira. C'est trop tard maintenant. Je suis Fiu. Fiu, cela voulait dire tristesse, cafard, la mort dans l'âme. Te-ere-nei-o, dit Cohn. Il fallait tous ces mots, en tahitien, pour dire je t'aime. Et encore cela venait d'une autre expression qui signifiait saisir, prendre au piège. Viens, on va nager jusqu'au bateau, ça te changera les idées. À bord du Dignité humaine, le professeur Arkis les accueillit à bras ouverts. Le malheureux figurant s'ennuyait à mourir. À part quelques rapides virées nocturnes à Papette, il n'avait pour ainsi dire pas quitté le bateau depuis 2 mois. Ainsi qu'il expliquait à Cohn, c'était une manière de gagner sa vie qui était une façon de la perdre. Matthews trouvait que Bizien, avec son obsession de Disney World, commençait à exagérer. Bon, il était le premier à reconnaître que Tahiti manquait de points culturels et qu'il fallait animer le paysage grâce à quelques personnages hauts en couleur dont on raconterait la légende édifiante aux touristes dans un murmure confidentiel. Mais franchement, malgré les sourires ironiques de Bengt Danielsson, le vrai, du Kon-Tiki, il préférait encore tenir le rôle d'un des navigateurs de ce radeau immortel plutôt que celui du professeur Arkis. Oh, l'histoire tenait debout, il n'y avait rien à dire,
Les touristes aimaient beaucoup ça, surtout les Scandinaves. Le professeur Arkis était un de ces jeunes savants révoltés par l'usage destructeur que les puissances faisaient des fruits du génie humain dans le domaine de l'énergie atomique. Il s'était rallié au mouvement écologique Ban the Bomb et avait non seulement interrompu ses travaux de physique nucléaire en guise de protestation, mais avait décidé de réveiller par un geste retentissant la conscience avachie du monde. Il s'était embarqué à bord de son bateau, qu'il avait baptisé Dignité humaine, et attendait le moment propice pour se glisser à l'intérieur du rayon d'action des radiations mortelles lors de l'explosion nucléaire française qui devait avoir lieu dans l'atoll de Mururoa. Les autorités, expliquait-il, soupçonnaient son projet, en raison du nom même qu'il avait choisi pour son cotre, et le surveillaient étroitement. Mais il disposait de certaines complicités. Bizien avait mis ce numéro au point avec un soin qui laissait deviner une véritable haine pour toutes les belles âmes, paradant, sans aucun effet pratique, au milieu de l'arène du cirque idéaliste. Et Cohn devinait derrière cette rancune et ce règlement de compte quelques plaies profondes, quelques dépits secrets, et peut-être même une nostalgie que le grand promoteur, comme Cohn lui-même, essayait sans doute d'exorciser. C'était un frère dans la mimique parodique et dans la lutte moqueuse, vaine, mais satisfaisante, contre la puissance invincible. Matthews était payé par le tourisme 50 000 francs d'Océanie par mois pour incarner le personnage du professeur Arkis, et s'acquittait de ce rôle avec un succès considérable. La vue de ce jeune désespéré, aux cheveux prématurément gris, faisait une profonde impression aux visiteurs, surtout dans un cadre aussi enchanteur. Seulement 2 mois, c'était trop. Il en avait plein le dos. Et puis, le paysage alentour était tellement beau qu'il commençait à se sentir là-dedans comme une espèce d'ordure. Par-dessus le marché, Bizien lui interdisait de boire avant le départ des pirogues du tourisme. Mathios avait beau lui expliquer que, brisé par la honte et travaillé par le remords, le professeur Arkis devait de toute évidence chercher l'oubli dans l'alcool. Bizien ne voulait rien savoir. Il ne pouvait être question de se saouler la gueule à bord d'un bateau qui portait le nom de Dignité humaine. Le Picaro, quant à lui, était d'avis que sur un bateau battant un tel pavillon, on ne pouvait au contraire que se saouler de désespoir. Mais allait donc discuter avec Bizien. Pas de va-et-vient à bord non plus. Matthews était obligé de tout faire lui-même. Bizien voulait quelque chose de noble, de tragique, d'émouvant, quelque chose de grec. Il était obsédé par les ruines grecques, ce salaud-là. Il avait dirigé une agence à Athènes. Donc, de la tragédie noble, pas d'alcool et pas de va-et-vient. Matthews n'avait aucune intention de passer sa vie au milieu d'un lagon, entouré dans des plus beaux sites du monde, sans prendre de temps en temps la cuite monumentale qu'une telle situation exigeait. L'autre nuit, il était allé faire la bombe à Papette, mais il avait raté le truck qui faisait la liaison avec Motura. Et lorsque les touristes arrivèrent sur le Dignité humaine, ils ne trouvèrent personne à bord. Ce qui était normal. Mais avait plongé Bizien dans une telle rage qu'il avait menacé de faire expulser le Picaro anglais de Tahiti pour abus de confiance et conduite immorale. Cohn trouvait sans doute cela marrant, puisqu'il était en train de se fendre la gueule. Mais il n'avait qu'à prendre sa place pendant 1 mois ou 2. Lui, Matthews, était prêt à parier sa culotte que l'envie de rire lui passerait. Oui, qu'il essaye donc. 2 mois sur le pont du Dignité humaine, sans une goutte d'alcool. Il y avait des moments où Matthews avait envie de s'attacher une pierre au cou et de se jeter par-dessus bord. Et à part ça, quelles étaient les nouvelles? Mais Eva leur tournait le dos, assise sur le pont. Ses larges épaules brunes sortaient du paréo aux teintes vertes et mauves. Comme là-haut, la montagne ocre émergeait de la masse profuse de végétation qui couvrait ses flancs. Elle a l'air fio, remarqua Matthews. Elle est contre le retour à la guerre froide, dit Cohn, avec tact. À propos, savez-vous que les Maoris plaçaient l'âme dans les entrailles? Ils donnaient comme preuve, vous trouverez cela dans les ouvrages de W. Ellis et de Moranoth, que ce sont les entrailles qui se contractent et vous font souffrir lorsque votre esprit est en proie à l'émotion. L'agitation, disait à Morauth
le grand prêtre Ouahi, se manifeste dans le ventre, lorsque l'homme est en proie au désir, à la crainte, à l'excès de passion. C'est donc dans les intestins que se trouve le siège de l'âme. Matthews fumait la pipe légendaire dont le professeur Arkis ne se séparait jamais et attendait les touristes, appuyés contre le bastingage. « Je sais, dit-il. C'est pourquoi chez les Harii, la défécation était considérée comme un acte sacré. C'était la libération des corps par l'illumination de l'âme, que les dieux avaient placée dans les entrailles humaines pour les maintenir sous leur emprise. L'âme était une espèce de 5e colonne au service des dieux. D'où cette manie que les Tahitiens ont encore aujourd'hui de se purger. Il se figea. Son visage prit une expression d'horreur. Il tendit un doigt vers la plage. « Les voilà !» murmura-t-il. Une 50aine de touristes venaient d'apparaître près des pirogues. La voie des transistors traversa le lagon, et la dernière rengaine à la mode, un arrangement de Bach en jazz ho-ho, inventé en Angleterre et qui rompait définitivement avec la tradition des blues, des spirituals et du Dixieland, monta vers le ciel. Les paroles, œuvre du numéro 1 du hit parade français, Bugger Mayas, retentirent d'un bout à l'autre du paradis terrestre. « Cache-moi dans la bouche ma biche, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. » Vêtu de paréos offerts par le tourisme et dont chacun reproduisait fidèlement une toile célèbre de Gauguin, l'Occident s'embarquait sur les esquifs. Cependant qu'au flanc de la montagne, sur la route invisible, sous la marée végétale où dominait le rouge des flamboyants, les cars manœuvraient avec un bruit rassurant pour les visiteurs que la sauvagerie du site remplissait d'abord d'admiration, puis d'inquiétude. Con saisit Maeva par la main et enjamba le bastingage. Avant de plonger, il regarda Matthews avec pitié. « Dites donc, mon vieux, un conseil, plaquez tout et rentrez en Angleterre. » Le capitaine soupira. « Je ne peux pas rentrer en Angleterre. J'ai là-bas une femme et 3 enfants.